Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de partager avec vous sur ce plateau de scène de presse ce soir la présence de Maître Tarsil Gaëltan, avocate, membre de la CAFEJ. La CAFEJ, c'est l'association camerounaise des femmes juristes. Elle est par ailleurs secrétaire générale de l'UJA Cameroun. C'est une autre association, Union des jeunes avocats du Cameroun. Maître, merci de répondre à l'invitation que vous a adressée la CRTV. Merci beaucoup. Tout à côté de moi, Léonie Kenyembe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre chargé des programmes de l'ONG Global Village Cameroun. Merci d'être venu. Merci vraiment, merci pour l'invitation. Et à côté de vous, Jean-Raoul Nkoudou Bengono, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des affaires administratives et financières du BUNEC. Le BUNEC, c'est le Bureau national de l'état civil à l'avenue Tchakchila Yaoundé. Recevez bien sûr le bon accueil des téléspectateurs de Saint-Denis. Merci beaucoup. Et enfin, je ne vous le présente plus. Nous avons Légine Tiga, journaliste d'investigation, directeur des rédactions du Tri-hebdomadaire et Singan. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont Géol d'Afrique, un livre collectif, et Les secrets de la nature. On n'oublie pas les titres Les yeux asséchés ou L'église de martyrs au Cameroun. C'est des ouvrages parus aux éditions L'Harmattan. Bienvenue Légine. Bonsoir Séverin, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV, bonsoir aux copanélistes. Mesdames, Messieurs, vous êtes conviés à un échange qui met sur la table un sujet important, l'état civil au cœur de l'action de l'État du Cameroun. En rapport avec l'actualité courante, nous savons que le 10 août marque la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil, la naissance, le mariage, le décès, des événements démographiques qui surviennent dans la vie d'une personne mais qui touchent également les droits humains. Alors, maintenant, je vais commencer avec vous. Un acte de naissance, par exemple, on nous dit qu'il atteste d'une identité légale, constitue une condition fondamentale pour garantir la capacité juridique, la participation citoyenne et l'accès aux services publics. C'est ce que prévoit la législation. Tout à fait. Votre définition condensée permet de dire qu'effectivement, l'acte de naissance est cet acte-là même qui constate la naissance d'un enfant né viable et établit sa filiation. Ça nous permet de savoir que c'est bien l'enfant d'un tel et d'une telle. Et c'est cet instrument qui permet plus tard à cet enfant, qui est un sujet de droit, de pouvoir avoir accès à des droits fondamentaux élémentaires tels que le droit à l'éducation, accès aux soins. C'est également cet acte-là qui permet aux parents de se prévaloir de l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant. Et plus tard encore, cet acte permettra à l'enfant de pouvoir passer des examens, de pouvoir voter une fois devenu adulte et la foi de fonder une famille et l'État, grâce à ces fichiers, saura exactement le nombre de personnes qui jouissent de la nationalité, nous sommes au Cameroun, la nationalité camerounaise. Alors, l'effet d'état civil s'étend donc, comme on vient de l'entendre, léger aux droits humains, conditions de démocratie passant par le développement durable. Un système d'état civil performant doit pouvoir faciliter la production des statistiques utiles à l'élaboration des politiques publiques, ça on le sait. Mais avons-nous conscience de cet état de choses dans notre environnement, dans notre contexte, quand vous observez ce qui se passe sur le terrain? À l'observation, on a l'impression qu'on n'a pas totalement conscience de tous ces faits-là, de toute cette responsabilité qui est derrière l'état civil. Vous savez, derrière les actes d'état civil, il y a des questions de sécurité, de citoyenneté, mais également les problèmes de vie civile et politique et civique. Donc, malheureusement, lorsqu'on voit comment ces documents-là sont manipulés, comment on s'emploie parfois à les sécuriser, j'ai eu accès à un certain nombre de données là, des amis du BUNEC, qui situent à environ 11 millions de pièces d'actes de naissance au Cameroun qui sont inexploitées, qui ne peuvent pas être exploitées. Donc, c'est dire si
il y a quand même, c'est un chantier énorme. C'est beaucoup de travail qu'il faut faire pour, non seulement, et c'est pour cela que nous avons la chance d'avoir le directeur ici, c'est peut-être l'occasion aussi, voilà, parce que en plus du travail qui est fait à leur niveau, mais on a l'impression que le grand public, que les populations, que les citoyens du Cameroun ne sont pas suffisamment sensibilisés sur ces questions d'état civil autour desquelles il faut former les citoyens, il faut une mission d'éducation, il faut vulgariser les politiques publiques qui sont développées autour, il faut même élaborer des synergies autour des différents acteurs, parce que anciennement c'était les municipalités au premier plan. Aujourd'hui, qu'un organisme comme le PUNEC est arrivé pour accompagner l'opérationnalisation des actes d'état civil, il faudrait que toutes ces composantes des pouvoirs publics là puissent aller vers les populations pour davantage sensibiliser. Parce que lorsqu'on va sur le terrain, on se rend compte qu'il y a un problème d'état civil dans certaines couches de notre population. Quand vous allez chez les Bororo, les Pygmées, quand vous allez... Voilà, par exemple, les régions en crise sécuritaire, les déplacés. Donc, c'est un chantier effectivement énorme. Madame Keyo, je m'adresse à vous. Vous accompagnez le gouvernement dans cette phase de réforme du système national d'état civil qui est lancé depuis 2006 sous l'impulsion du président de la République. Vous êtes sur le terrain avec la population, vous discutez, vous essayez de travailler avec ces personnes-là. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Pas du tout, pas du tout. On ne pourrait pas dire que c'est facile. C'est pas évident, la problématique concernant l'état civil au Cameroun. Comment est-ce qu'on procède sur le terrain? Lorsque nous intervenons dans une zone pour faciliter l'établissement des actes d'état civil, la première chose que nous faisons, c'est de prendre contact avec les autorités, avec les acteurs institutionnels. Lorsque nous leur avons déjà informé de la réalisation de l'action que nous allons mener, nous faisons un état des lieux. Il s'agit d'une étude qui permet de collecter les informations sur la situation de l'État, sur la situation réelle de l'état civil dans la zone avant d'intervenir. Ensuite, nous avons une approche qui implique les personnes locales, les personnes qui sont issues de la communauté. C'est-à-dire quoi concrètement? Après l'état des lieux, nous allons au sein des communautés, nous identifions les leaders dynamiques, les personnes disponibles, intègres, qui sont capables de nous accompagner au fin fond des communautés pour pouvoir toucher les populations. Et où est la place du BINEC là à côté? Vous les avez déjà contactés? Vous allez tout seul? Toutes les actions de sensibilisation, nous allons tout seul et accompagner du BINEC, parce que avant d'effectuer la descente sur le terrain, parfois nous obtenons des outils de sensibilisation du BINEC. Nous obtenons des outils de sensibilisation qui sont utilisés sur le terrain. Je disais tantôt, lorsque quel est le problème que vous identifiez véritablement quand vous êtes sur le terrain? C'est lequel? En ce qui concerne l'établissement des actes d'état civil, les problèmes sont vraiment majeurs. Nous allons premièrement parler de l'ignorance des populations. Certaines personnes, certains parents sont ignorants. D'autres connaissent l'importance de l'état civil, mais ils sont négligents. Ils connaissent que c'est important, mais ils sont négligents. D'autres aussi connaissent l'importance de l'état civil, mais n'ont pas la possibilité d'établir l'acte d'état civil, notamment l'acte de naissance, qui est le plus important pour l'enfant dans les délais les plus de gratuité. Quand on parle de fait d'état civil, nous parlons davantage de l'acte de naissance parce que c'est le plus... Mais il y a l'acte de mariage, il y a l'acte de naissance. Alors oui, les actes d'état civil en fait sont classés par la loi, notamment le Code civil en vigueur au Cameroun, la loi de 1981 qui a été modifiée par une loi, et complétée par une loi de 2011. Donc nous avons le groupe on peut dire, dans lequel on rentre les actes de naissance, on rentre également la légitimation, l'adoption, voilà, la reconnaissance, enfin l'acte de naissance et la reconnaissance on y est. Vous avez l'acte de mariage qui est également un acte d'état civil et l'acte de décès. En réalité, l'acte de naissance c'est celui qui est établi lorsque, en principe, vous êtes inconscient, donc par les autres. Et pour l'acte de mariage, vous êtes actif, et l'acte de décès, vous n'êtes plus là. Mais tous ces actes sont... Et pourtant, tous ces actes sont très importants pour réguler les rapports sociaux, pour réguler la famille, qui est la première cellule
de la société. Quand on parle du rôle de l'État, le rôle de l'État commence déjà dans la régulation de la famille. Alors, Monsieur le directeur des affaires financières du BNEC, quelles sont les statistiques actualisées aujourd'hui? Vous êtes sur le terrain depuis un bon bout de temps quand même pour cette affaire-là. Il y a un processus de réforme qui est engagé. Où est-ce qu'on en est? Alors, la question de l'état civil, je crois qu'à l'écoute des précédents orateurs, nous comprenons que c'est une question complexe, c'est une question transversale, c'est également une question vitale. C'est une question complexe parce que je crois que mes copanélistes ont déjà évoqué les problématiques de l'état civil. Ces problématiques-là sont identifiables à partir de la base. Madame Kenya a parlé des problèmes d'ignorance de la population. Le manque de volonté aussi. La volonté même de ces populations-là. On parle à chaque fois des problèmes de... Peut-être la limite aussi de l'action du BNEC. Non? Pas du tout, j'en viens tout à l'heure. Donc, je voudrais bien situer, comme si vous le permettez, la problématique. Donc, je disais que les problèmes d'état civil sont complexes parce qu'il y a plusieurs dysfonctionnements qui sont observés sur le terrain. Et l'État, mon copanéliste en face a parlé de l'absence de volonté, peut-être pas de l'État. Mais je voudrais préciser qu'en réalité, du côté de l'État, il y a une véritable prise de conscience qui ne date pas d'aujourd'hui. L'État, depuis 2010, j'allais même dire avant, c'est-à-dire en 2000, l'État a procédé de manière générale à un état de lieu sur la situation de l'état civil au Cameroun. Et cet état de lieu a fait ressortir dans plusieurs dysfonctionnements, l'ignorance des populations, la méconnaissance des textes sur l'état civil, l'absence de formation des officiers et secrétaires d'état civil qui sont les acteurs de base qui au quotidien délivrent les actes d'état civil aux populations. Il y a les problèmes liés même aux infrastructures. Vous connaissez que en dehors des centres d'état civil principaux qui sont logés dans les collectivités, notamment les communes, les communautés urbaines, ainsi que les missions diplomatiques, nous avons à côté des centres d'état civil secondaires qui sont logés dans les quartiers, dans les villages et pour la plupart des cas dans les domiciles des individus. Donc toutes ces situations, je voudrais rassurer mon copanéliste que cette situation est maîtrisée et connue par l'État. Et ça montre donc sa volonté à réformer ces situations. Et cette réforme, elle est ancienne, nous en parlerons certainement en détail, mais c'est depuis 2010 qu'il y a une vaste réforme de l'état civil au Cameroun qui est pilotée par le gouvernement. Et c'est dans le cadre de cette réforme-là, j'en viens donc au BNEC, que le BNEC est né à travers la révision de l'ordonnance de 81, la loi de 2011 qui révise dans l'ordonnance de 1981 qui porte organisation de l'état civil et diverses dispositions liées à l'état des personnes. Le BNEC est donc né pour non seulement donner une accélération à cette réforme qui a été engagée par le gouvernement, mais aussi pour, du point de vue de la réglementation, assurer la régulation, la supervision et la coordination du système d'état civil. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'état civil, effectivement, sans l'action du BNEC. Je suis heureux que Mme Kenya l'évoque déjà, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que effectivement j'ai parlé que de temps en temps il y a des ONG, effectivement, des actions isolées. Tout à fait, je voulais parler d'un foisonnement d'acteurs dans l'action de l'état civil au Cameroun. Peut-être qu'il y a beaucoup de financement dans le domaine et puis Madame Kenya, c'est pas le cas? Pas vraiment, pas vraiment. Mais grâce aux accords de coopération signés par le gouvernement, cela permet aux bailleurs de fonds de pouvoir soutenir diverses actions et de traiter de diverses problématiques, dont celles liées à l'état civil. Donc on ne peut pas dire qu'il y a tellement de fonds sur la question de l'état civil. Allez-y, monsieur. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de la question des statistiques, quelle est la situation? Effectivement, cette situation, comme je la décrivais, elle part des dysfonctionnements qui existent.
Et surtout aujourd'hui, il y a les données d'état civil que nous connaissons, qui essayent de donner une situation réelle de notre système d'état civil au Cameroun. Vous le savez, déjà ma partie sur le plan international, c'est pas l'apanage du Cameroun. Sur le plan international, la Banque mondiale estime à plus d'1 milliard, 100 millions, le nombre de personnes qui ne disposent pas d'actes. Il parle d'enfants invisibles. Il y a ce phénomène, donc, et on dit que plus de la moitié de ces personnes-là vivent en Asie et en Afrique centrale. Et pour le cas du Cameroun, effectivement, la situation n'est pas très reluisante. Effectivement, dans une enquête de l'Institut national des statistiques réalisée en 2014, il était relevé que 66,1% des enfants moins de 5 ans n'avaient pas d'acte de naissance au Cameroun. C'est vrai que cette situation, du point de vue toujours de l'INS, nous avons l'impression qu'elle s'est empirée parce que dans une même enquête réalisée en 2018, l'INS relève aujourd'hui que nous sommes à 61,9% des enfants de moins de 5 ans qui n'ont pas d'acte de naissance. Ça c'est, comment je peux dire, des statistiques officielles. Parce qu'à côté de ces statistiques, nous avons effectivement les ONG qui ont leurs statistiques. Nous avons les organismes, les partenaires. Est-ce que tous ces États qui travaillent... Ce désordre qui est installé, que vous décrivez là, est-ce que ça nous permet de sécuriser notre identité? Parce que, tel que vous le dites, hein, d'abord je vous poserai la question, que fait le BUNEC à ce moment-là? Que fait le BUNEC dans c'est vraiment quelque chose de difficile à observer. Les chiffres viennent de partout, les statistiques viennent de partout. Vous êtes bousculé sur votre propre terrain, il y a des gens qui viennent faire un travail que vous devriez faire. Et finalement, le Camerounais qui veut savoir quelle est la situation de l'état civil aujourd'hui, il est perdu. Alors, que fait le BUNEC? Je pense que le BUNEC... Peut-être que vous laissez d'abord... vous allez... Allez-y. Alors, quand vous demandez, le Camerounais voudrait savoir quelle est la situation de l'état civil. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez relevé, 61,5% d'enfants de moins de 5 ans n'ont pas d'acte d'état civil. Ça veut dire que ce sont des enfants qui sont nés depuis 2017. Et l'on se demande comment, en plein 21e siècle, des enfants peuvent se retrouver sans acte de naissance. On interpelle le rôle de l'État, on interpelle le BUNEC. Le BUNEC, c'est une institution créée en 2011. 2011, c'est très court. Ouais. Ça fait à peine 11 ans. Ça veut dire qu'il faut lui donner le temps de s'implémenter, le temps de prendre réellement conscience de la situation et de développer les mécanismes prévus, initialement prévus, puis de les améliorer à la lumière de ce que les différentes associations et les différents acteurs de terrain vont faire remonter. Maintenant, ça fait plus de 60 ans que le Cameroun est indépendant. Ça fait plus de 60 ans. Et c'est inquiétant. Là, j'en appelle surtout à la responsabilité des parents. Parce que les enfants ne sont pas nés par les lois. Les enfants ne naissent pas par la volonté des bailleurs de fonds. Les enfants ne naissent pas du fait d'un texte national ou international. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Ça voudrait dire que les pères et mères, parce que tout enfant a un père et une mère. Donc les pères et mères des enfants devraient déjà prendre leurs responsabilités. Ensuite, les structures hospitalières, parce que c'est dit dans la loi, normalement les structures hospitalières disposent de 30 jours, soit le directeur de l'hôpital, soit le médecin accoucheur. Sachant bien sûr qu'il y a des enfants qui ne naissent pas dans ces structures hospitalières. Qu'est-ce qu'on en fait? Je commence par ceux qui naissent à l'hôpital, parce que tous les enfants qui naissent à l'hôpital, malheureusement, ne disposent pas toujours d'acte de naissance. On vous dit, on ne retrouve pas la déclaration de naissance de l'hôpital, mais en réalité, la loi met à la charge de l'hôpital l'obligation de déclarer la naissance. Et c'est peut-être une pratique que nous devrons encourager dans notre société, parce que ça se passait comme ça déjà avant, du temps de nos parents. Donc les médecins, les directeurs d'hôpitaux n'ont pas seulement l'obligation d'établir une déclaration de naissance qui constate le fait de l'accouchement, mais ils ont l'obligation de communiquer cette déclaration à l'officier d'état civil qui doit procéder à l'enregistrement. De même que la personne qui assiste, la dame qui est accouchée, ça c'est la loi, mais dans la pratique, ce sont les parents qui y vont.
Mais n'oublions pas qu'une naissance est d'abord un fait humain qui implique des émotions. Et donc, l'institution doit être froide et accompagner les parents parce que l'établissement d'un acte de naissance traite de l'identité d'un enfant et pas de l'identité d'un parent. Léger, on n'est pas au bout du compte là. Alors, à écouter Maître, on se perd un peu parce que autant la responsabilité des parents est effectivement engagée, autant celle de l'État l'est durablement. Dans la mesure où le BUNEC arrive, comme je le disais tout à l'heure, il arrive et il trouve un chantier véritablement abondant. Il n'a pas d'état de grâce. Il n'a pas d'état de grâce. C'est-à-dire que moi, l'usager, moi, le citoyen, j'attends du BUNEC un certain nombre de prestations. J'attends du BUNEC, par exemple, les données statistiques que vous avez demandé à M. le directeur tout à l'heure. On ne va pas attendre 10-20 ans pour que le BUNEC essaie de mettre en place son dispositif. Parce que tous les jours, les enfants naissent, le BUNEC a trouvé des problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Donc, il y a cela. Mais également, il y a que nous sommes au cœur d'une sociologie complexe. Lorsque nous sommes ici à Yaoundé, la capitale du Cameroun, où nous disposons d'un certain nombre de formations sanitaires, mais allons dans l'arrière-pays, voyons quel est le ratio, hein, ou alors quels sont les ratios. À ce moment-là, est-ce que véritablement et de manière réaliste, on peut exiger des parents qui n'ont jamais, vous connaissez le phénomène de ces parents, de ces mamans qui ne font pas de visite prénatale. Donc, il y a tout ça. C'est pour cela qu'au début, j'ai posé le problème d'éducation. C'est-à-dire que je présume que dans les missions du BUNEC, il y a ce volet-là. Il faut éduquer les masses. Il y a de cela 2 ans. Qui n'ont pas conscience, qui n'ont pas toujours conscience de cette question, de cette obligation de se faire établir les actes d'état civil, et notamment l'acte de naissance. Oui, vous voulez prendre la parole, allez-y. Tout à fait, c'est vrai. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il ne faut pas peut-être qu'on aille vite en besogne. On voudrait bien savoir qu'est-ce que le BUNEC fait. Mais je voudrais, avec votre permission, insister sur cette situation, cet état de lieu. Parce que si nous survolons l'état de lieu du système d'état civil, nous irons stigmatiser certainement tel ou tel acteur, alors qu'il faut mieux comprendre le système qui est mis en place au Cameroun. Donc, dans mon propos tout à l'heure, je disais que la question de l'état civil est transversale. Maître a déjà évoqué les formations sanitaires. Maître a évoqué la population, les parents. Vous n'avez pas certainement aussi évoqué la justice. Vous faites partie du corps judiciaire. Je vais y en venir. Voici. Il y a d'autres acteurs, les financiers de l'état civil. Le BUNEC ne produit pas des ressources financières. Et il y a même des acteurs importants qui sont j'allais dire, ceux-là qui délivrent les actes d'état civil. Ce sont les centres d'état civil. Et au Cameroun, nous en avions près de 3000, d'environ 2900. Et parmi les 2900, nous avons les 374 communes et communautés urbaines. Et à l'extérieur du pays, nous avons toutes les missions diplomatiques qui sont des centres d'état civil. Alors, quelle est donc la responsabilité des acteurs? Je crois que ça devrait être... c'est la question qui a été posée. Quelle est la responsabilité des acteurs? Donc, je voudrais dire qu'en réalité... Mais ça parle de l'État et des parents, mais on se demande quelle est votre part de responsabilité. Effectivement, ce qui est donc fait, c'est que cet état de lieu étant connu, ça montre d'ailleurs déjà la volonté de l'État à saisir les problèmes. Lorsque l'État procède à la révision de l'ordonnance de 81, c'est pour accroître d'abord les jours des délais, les délais de déclaration des faits d'état civil. À l'époque, nous étions à 30 jours. L'une des demandes des populations, c'est qu'il y a moins de temps pour procéder à la déclaration du fait d'état civil. Donc, l'État est passé de 30 jours à 90 jours aujourd'hui. Et nous avions également réformé donc l'État. Quand je dis nous, je parle de l'État. L'État a aussi procédé à la réforme de la gestion même du système de l'état civil en ajoutant donc le BUNEC. Et le BUNEC, effectivement, quand le BUNEC arrive en 2011,
l'OBUNEC a pour mission donc principalement de constituer un fichier national de l'état civil et d'assurer la centralisation des registres. Nous avons d'autres missions qui sont des missions subsidiaires, notamment tous ces centres d'état civil. C'est l'OBUNEC qui devrait assurer la fourniture des registres d'état civil. L'OBUNEC devrait collecter effectivement les statistiques d'état civil. L'OBUNEC devrait assurer la formation des acteurs de l'état civil. L'OBUNEC devrait procéder à la sensibilisation de la population, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que l'OBUNEC a donc fait depuis 2016? Parce que l'OBUNEC a été créé en 2011, mais la mise en fonctionnement du BUNEC date de 2016. Depuis 2016, l'OBUNEC a élaboré une stratégie, parce que c'est tout à fait normal, tout à fait évident qu'il faut une stratégie, il faut une vision. Et la vision que le BUNEC s'est donnée, c'est de faire du système d'état civil camerounais un système fiable, complet et intégré. On ne peut pas suivre ces systèmes parce que la question qu'on vous pose par exemple, la remontée des statistiques venant de ces centres dans les quartiers, comment ça se fait? Est-ce que c'est pas ça qui fait que les données que vous avez sous la main, que ces données soient faussées dès le départ? Et ça donne l'impression qu'on tourne en rond. Tout à fait. La question des statistiques est effectivement adressée par le plan stratégique de réhabilitation de l'état civil. Notamment, il y a tout un axe qui consiste à s'occuper de la collecte, de la production et la diffusion des statistiques d'état civil. Ce que le BUNEC a fait, c'est de mettre en place une stratégie de collecte des statistiques. Parce que les statistiques, ce n'est pas le BUNEC qui les élabore. Les statistiques sont produites par les centres d'état civil. Donc, nous avons parlé des naissances, des mariages et des décès. Donc, les statistiques proviennent des formations sanitaires. Les statistiques proviennent même des populations pour les parents, les enfants qui ne sont pas nés dans les formations sanitaires. On va écouter Madame Kenyé, peut-être parce que comme elle est en contact avec les populations, moi j'aime bien, je veux avec savoir. Sa permission, si Oui. vous permettez. Donc, s'agissant non des statistiques, le BUNEC a mis en place des fiches de collecte des statistiques qui sont distribuées au niveau des centres d'état civil. Et au moment où le BUNEC procède à la fourniture des registres d'état civil, les officiers ont l'obligation de reporter sur ces fiches les statistiques, donc les données liées à l'enregistrement des naissances et des décès. Alors, à ce jour, pour des informations un peu plus récentes, et vous allez comprendre que la situation n'est pas alarmiste, tel que semble présenter certains sur ce plateau. Donc, à ce jour, si je ne prends que le cas de l'année 2018, le BUNEC a fait une collecte des données à partir des registres d'état civil de l'exercice 2018 et nous avions constaté que sur près de 500 000 déclarations de naissance reçues au niveau des centres d'état civil, plus de 495 ont été transformés en actes d'état civil. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le problème du sous-enregistrement des faits d'état civil se situe au niveau des naissances qui surviennent hors des formations sanitaires. Il faut donc aller sensibiliser les populations et c'est ce que le BUNEC s'emploie à faire aujourd'hui. Il y a une idée qui court, Madame Kenyé. Il y a ça 2 ans, les députés, ceux que nous avons élus, ont suggéré au BUNEC, par exemple, de reconstituer les actes de naissance dans les écoles primaires et maternelles. L'organisation du recensement de tous les enfants âgés de 0 à 18 ans sans acte de naissance par municipalité. Il y a l'idée qu'il faut établir ces actes-là gratuitement. Est-ce que vous êtes face à ce problème sur le terrain? Est-ce que les gens ne vous disent pas, oh, on ne va pas voir les officiers parce qu'on n'a pas d'argent? On sait bien que il parlait de Bororo, il parlait des populations vulnérables, des autochtones et tout ça. C'est des populations qui ont des difficultés à rassembler des moyens pour survivre. Est-ce que vous n'avez pas ce problème? Effectivement, la problématique liée au coût des jugements supplétifs pour l'établissement des actes de naissance est récurrente sur le terrain. Pourquoi? Vous avez vu, l'approche que Global Village a adoptée n'est pas celle d'accompagner les populations dans le sens de payer ces coûts-là. Mais la loi a prévu des mécanismes qui permettent aux personnes vulnérables, à ces personnes indigentes-là, de pouvoir bénéficier d'une exonération totale ou partielle des coûts liés à l'établissement de l'acte d'état civil. On a par exemple, lorsque nous arrivons dans les communautés et qu'on collecte les besoins, on passe par les responsables sociaux, les chefs centres sociaux, les services sociaux
des arrondissements auprès desquels nous transmettons les fiches que nous avons collectées sur le terrain, celles des personnes, des familles qui nous semblent vraiment dans l'incapacité de pouvoir payer les coûts liés au jugement supplétif. Le responsable social, qu'est-ce qu'il fait? Il mène une enquête sociale sur la base de laquelle il produit un rapport qui est transmis au niveau du maire. Le maire est amené à ce moment à établir un certificat d'indigence au bénéfice de l'indigent, de la personne vulnérable, du bénéficiaire qui est dans les capacités de payer. Et à travers, ayant constitué le dossier avec cette pièce, on peut faire recourir, on peut faire saisir la commission d'assistance juridique qui existe au sein de tous les tribunaux. Je pense que dans Maître, c'est sous votre contrôle. Hein. Oui, que je le dis, je peux me tromper, mais je pense que dans chacun des tribunaux, il existe ces commissions-là où on leur transfère les dossiers de ces enfants indigents vulnérables pour qu'ils puissent les exonérer la tenue du jugement. La seconde option, si vous permettez, c'est de saisir le juge à travers les services du MINPROF. Parce que le MINPROF a aussi un devoir de protection de l'enfant. Vous le faites pour les villes ou bien pour les campagnes? Pour les campagnes, en milieu rural, on se rapproche auprès de ces acteurs, de ces sectoriels-là, avec qui nous travaillons. Puisque la loi prévoit qu'elles peuvent saisir le tribunal pour transmettre les dossiers de ces personnes vulnérables. Il est prévu. Alors, nous disons... Dans la réalité, ça se bloque parce que dans le cursus, qu'on arrive à un niveau où il faut attendre les autorisations des administrations supérieures. Quelles administrations? Je pense, par exemple, nous sommes face à un sectoriel, il vous dit, ok, je peux le faire, mais il faudrait que mon ministre de tutelle me donne l'accord de transmettre ces dossiers devant. Vous voyez un peu. J'entends beaucoup de choses, hein, et il faudrait peut-être qu'on revienne à la loi. Nous savons tous que la loi s'impose à tous, d'accord, et que nul n'est censé ignorer la loi. On peut reprocher beaucoup de choses à l'État, mais je peux vous assurer que l'État, en tout cas l'État camerounais, est l'un des États assez légiférés, où la loi est présente dans plusieurs domaines. Alors, s'agissant de l'état civil, j'entends la notion de coût. Je voudrais dire qu'avant qu'on en arrive au problème d'enfants âgés de 5 ans ou plus qui n'ont pas d'acte de naissance, à l'établissement physique de... Voilà. Il faut d'abord qu'on accepte tous le fait que cet enfant qui a 5 ans aujourd'hui, qui n'a pas d'acte de naissance, a eu 3 mois, a eu 6 mois. D'accord? Il faudrait déjà qu'on donne les bonnes informations aux populations pour que ce nombre-là n'augmente pas. Qui doit donner l'information? Nous donnons cette information-là maintenant. L'information est disponible en mairie. La disponibilité d'information, je vais vous donner, pour une approche comparative, je vais vous donner le cas, par exemple, à l'étranger, comment ça se passe, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou autre. L'hôpital communique les informations aux personnes qui arrivent dans la structure hospitalière. Je ne suis pas en train d'acculer nos médecins qui font déjà très bien leur travail et qui sont souvent pris par des interventions assez compliquées pour sauver des vies, mais je suis en train de dire qu'il y a lieu d'avoir une synergie entre les infrastructures sanitaires, le BUNEC, les mairies en milieu hospitalier. Parce que... Et toutes les autres administrations qui connaissent et qui interviennent. Tout à fait. Alors, s'agissant des coûts, maintenant, je reviens aux coûts. L'acte de naissance ne coûte presque rien, légalement parlant. Je crois que c'est une histoire... Enfin, il s'agit de timbres. Les timbres sont entre 2 000 et 3 000. Alors, 2 000, 3 000 francs, franchement... Ça ne coûte rien? Non, 2 000, 3 000 francs, je pense que accueillir une vie et devoir débourser 3 000 francs de timbre, a priori, n'est pas la mer à boire. Mais toutefois, je n'en disconviens pas que la gratuité devrait être le principe, puisqu'il y a le principe de gratuité du service public, déjà. Et je voudrais informer ceux qui nous écoutent, tous ceux dont les enfants sont âgés de moins de 6 mois, il y a encore la possibilité, en passant notamment par le procureur de la République. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette procédure. J'ai eu à appeler un procureur à l'occasion de la préparation de cette émission pour lui demander combien de fois as-tu été saisi pour cette procédure. Et il m'a répondu 2 fois en 10 ans. Et c'était des parents avocats, donc des personnes outillées.
saisir le procureur de la République, c'est très simple. Vous faites une requête, vous lui dites, voilà, j'ai un enfant qui est né tel jour, je n'ai pas pu établir l'acte de naissance dans les 90 jours et j'ai besoin d'acte de naissance. Le procureur prend des réquisitions, il regarde les déclarations de l'hôpital ou les déclarations de témoins, il fait ces réquisitions, il les remet aux parents qui les transmettent à l'officier d'état civil, autant pour moi. Et d'ailleurs, l'officier d'état civil, rien n'empêche que s'il est sollicité par les parents au-delà, enfin dans ce délai de 6 mois, lui-même, rien n'empêche qu'il saisisse par transmission le procureur de la République en disant, voilà, j'ai collecté des actes, enfin des déclarations plutôt de naissance sur la base de témoins, de déclarations hospitalières, et je sollicite l'autorisation, enfin vos réquisitions aux fins d'enregistrement. Donc il y a déjà cette procédure-là dans les 6 mois que les gens ne connaissent pas et qui est gratuite. Et je dis bien totalement gratuite. On comprend donc tout à l'heure... Si vous permettez vraiment que je réagisse. Allez-y, allez-y. Ces lois, nous les connaissons. La société civile, il n'y a pas que Global Village, vraiment, grâce à la coopération avec l'Union européenne, le ProCivis, le programme d'appui à la citoyenneté active, nous avons accompagné, ce programme a accompagné 22 organisations de la société civile au cours de ces 3 dernières années qui ont traité de cette problématique. Tel que vous le dites, il y a la loi, nous connaissons qu'il y a la loi. C'est prévu que c'est gratuit, nous connaissons que c'est gratuit. Mais est-ce que lorsqu'on va sur le terrain interroger ces acteurs de la société civile, nous sommes à Global Village avec 1790 dossiers déjà constitués, prêts. J'ai dit avec requête de demande d'acte de naissance, de demande de jugement supplétif, certificat d'âge apparent signé. Parce que les médecins, au moins dans les communes où nous intervenons, les ont signés gratuitement. Vous savez que l'établissement du certificat d'âge apparent varie, le coût varie d'une institution sanitaire à une autre. Il n'y a pas un coût établi. Vous arrivez ici, on peut vous dire 5 000, ailleurs on vous dit 10 000, sans justifier. Et c'est écrit là, vous devez payer. Donc, alors ça coince où? Au niveau de la justice? Au niveau, à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de la justice. Alors, je voudrais encore donner une autre information, madame. Parce qu'au niveau de la justice, il y a 2 possibilités, d'accord? Il y a le tribunal de première instance, dans sa formation de tribunal local. En général, on l'appelle le TPT, le tribunal de premier degré, où normalement, la procédure coûte 2 000 francs, légalement. Et nous avons... Du jugement supplétif, je veux savoir, coûte 2 000 francs au niveau des tribunaux au Cameroun. En principe. Mais au niveau du tribunal de grande instance, il coûte environ 52 000 francs. Il coûte environ 52 000 francs. 52 000 francs. Mais je voudrais abonder dans votre sens et interpeller les personnes, les agents de l'État qui sont en réalité des serviteurs de l'État et des serviteurs de la population. Parce que oui, au Cameroun, nous avons une réalité qui est la corruption. Ça, il ne faudrait pas que l'on se voile la face. Mais il faudrait que chacun, et comme je l'ai dit, chacun devrait prendre ses responsabilités. Autant les parents doivent déclarer, autant ceux qui sont tenus de recevoir cette déclaration doivent rendre le service. Et peut-être que cette émission permettra à nos magistrats, qui, en tout cas pour ceux que j'ai approchés, travaillent gratuitement dans ce sens, à nos greffiers, à toutes les personnes qui interviennent, même les agents en mairie, d'arrêter, pour ceux qui le font, d'abuser des populations. Parce que c'est l'avenir des enfants qui est en jeu. Que nous puissions savoir les détails des coûts qui sont liés au niveau des tribunaux. De connaître ces différents... Bon, on va avancer, madame, on va laisser les gens qui voulaient intervenir. Oui, en fait, c'était lorsque j'ai écouté Maître parler, je me suis demandé si elle vit réellement dans... Si elle vit au Cameroun. Parce que chacun ici a eu l'occasion de solliciter, ne fût-ce que le certificat de nationalité. Oui. Je ne sais pas combien le directeur a payé, je ne sais pas ce que vous avez payé, c'est vrai, mais ce n'est pas harmonisé. Chacun de nous sait. Vous savez bien que ces problèmes d'acte de naissance, lorsque vous allez aux environs du palais de justice de Yaoundé, vous savez bien l'industrie qui est autour. Donc vraiment, il faut qu'on dise les choses autour de l'état civil, autour de l'acte de naissance. Il s'est créé une bureaucratie qui est telle que, et c'est elle qui complexe. Elle est lourde, effectivement. Lorsque vous avez écouté Madame Kenyé parler, quels sont les parents illettrés ou non avertis qui vont parcourir toute cette administration-là pour attraper un acte de naissance? Il faut se poser ces questions-là. Et c'est déposé, mais on n'a pas de suite. Et il y a d'autres problèmes qui se greffent à toute cette... C'est pour cela que je disais, sans stigmatiser le BUNEC, je dis simplement qu'il a un énorme chantier à... Parce que
nous reconnaissons toutes les réformes qui ont été élaborées. Nous reconnaissons tous les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics pour assainir cette question. Mais il y a tellement de choses à faire autour de la reconstitution de l'état civil. D'ailleurs, je plains même nos services de police qui, eux, sont en aval de tout ce processus. Ils veulent sécuriser une nationalité camerounaise qui est fondée sur l'état civil, sur l'acte de naissance. Comment informatiser des actes d'état civil qui sont faits à la main? C'est tout ça que je plains. Les centres d'état civil secondaire, même qui, pour la plupart, ne sont pas fonctionnels. Les centres d'état civil secondaire, pour la plupart, qui ne sont pas fonctionnels, puisque je prends l'exemple d'un département, nous avons intervenu dans le Mamekim, où nous avons près de, sur 40 centres d'état civil, on a à peine 13 qui sont réellement fonctionnels, monsieur. Lorsque Maître Tang, par exemple, parle la population, de la fluidité... Un parent, une maman accouche, mais elle n'a pas accouché à l'hôpital, par exemple, au quartier. Le centre d'état civil le plus proche, elle y va. L'officier d'état civil qui est là et qui est logé et qui est à la chaufferie, lui n'a même pas encore prêté serment, donc il n'est même pas habilité à signer. Qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre juste. Il prend tout le temps qu'il lui faudrait pour faire remonter l'information au niveau du centre principal. Oui, c'est ce que j'allais dire par rapport aux hôpitaux. C'est-à-dire que il y a des hôpitaux à la qui payent parfois 3 mois, 4 mois pour transmettre des documents. Certains le font avec diligence, mais simplement au niveau des centres d'état civil, rien n'est fait. C'est-à-dire que les documents dorment là-bas. Les déclarations de naissance ne sont pas conformes. Oui, je crois que vous comprenez qu'il y a beaucoup de passion. Parce que ce sont des problèmes d'identification, des problèmes de vie humaine. Et sur ce plateau, et partout ailleurs, hein, c'est comme ça que la question d'état civil se discute. Et je voudrais, avec votre permission, rétablir quand même un certain nombre de vérités, parce qu'on a parlé de gratuité, Maître a parlé des coûts là que moi-même je découvre aussi sur ce plateau. En fait, je voudrais dire tout simplement que la loi, l'État camerounais a institué la gratuité de l'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun. Et je crois que Maître l'a dit aussi, que dans les délais réglementaires de 30 jours, lorsque un enfant naît dans une formation sanitaire, il revient au médecin ou à l'infirmière de transmettre la déclaration de naissance au centre d'état civil compétent. Parce que le problème se pose, les députés ont donc souhaité que cela se fasse au-delà de ces délais-là d'aller à 18 ans dans les écoles. Alors, certainement, les députés ont suggéré qu'on passe de 90 jours à 180 jours. Donc, on double les délais. Mais je ne suis pas sûr que ça réglera le problème. Je suis d'accord avec vous. Donc, je voudrais dire, avec votre permission... On est passé de 30 jours à 60 jours, oui, ça n'a pas réglé le problème. Tout à fait, Maître. Donc, j'étais en train de parler de la question de la gratuité. Donc, le principe est clair. C'est d'ailleurs une recommandation des Nations Unies que l'enregistrement est gratuit. Alors, mais qu'est-ce qu'on paye? Parce qu'il faut aussi faire la distinction entre les coûts que j'appellerais des coûts de transaction et le coût d'un acte d'état civil qui est 0 francs. L'acte d'état civil, l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès coûte 0 francs. C'est un principe. Par contre, lorsque vous êtes hors délai, il s'impose à vous des coûts de transaction. Vous êtes dans un village, il faut vous rendre désormais au chef-lieu du département parce que c'est là-bas que se situe le procureur. Il faut aller déposer la requête dont a évoqué Maître tout à l'heure. Il faut, lorsque vous êtes au-delà de 6 mois, il faut enclencher une procédure de jugement supplétif. Il y a des frais de timbre qui existent dans toutes les administrations. Donc, il faut qu'on distingue bien des coûts de transaction qui naissent du non-respect des délais d'enregistrement et pendant cette période, le coût est gratuit, donc c'est 0 francs. Et lorsqu'on est déjà au-delà, il s'impose à nous des coûts de transaction. Et nous avions fait quand même aussi un travail parce qu'à ce niveau-là, je voudrais rassurer que le BUNEC, ayant été confronté à cette difficulté, c'est-à-dire l'enregistrement des faits d'état civil hors délai, le BUNEC a organisé des concertations avec les procureurs et les présidents du tribunal de première instance. Et d'ailleurs, sous l'égide du ministère de la Justice, le ministre d'État en charge de la Justice, lui-même qui a désigné un de ses collaborateurs. Donc, vous comprenez que on n'ignore pas ces problématiques à ce niveau-là. Et au cours de ces concertations, c'est cette question de cours, de jugement supplétif qui a été à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, là, nous avons, Madame parle, je crois qu'elle peut témoigner que dans l'extrême nord, nous avons désormais des cours harmonisés
Nous sommes partis des coûts qui dépassaient des 25-50 000 qu'on entend. On va revenir sur la question. Nous sommes désormais là-bas à 2500 francs. Très bien. On va la revenir. Région de l'Est, je crois, nous sommes à 5 000 globalement. On va revenir sur la que question des jugements supplétifs, elle est importante. Le temps de dire que, et vous allez le suivre tout à l'heure, le chemin de l'accès à l'état civil est parsemé d'obstacles pour bien les Camerounais. Quelles peuvent être les raisons de ce difficile accès? La réponse dans ce Vox Pop traité par Michel Renaud-Wanja, qui est descendu sur le terrain, a posé la question à quelques citoyens. On va regarder. Le chemin de l'établissement des actes d'état civil est fait d'obstacles. Pour nombreux Camerounais, les raisons sont multiples. Les actes d'état civil vont d'abord de l'ignorance des parents. Les parents ne mesurent pas l'intérêt qu'il y a à ce que l'enfant, la jeune fille établisse un état civil avec son conjoint. Aussi, il y a la pauvreté. L'accès à l'état civil connaît une difficulté dans notre pays à partir de son histoire, les indépendances, les colonies et tout cela. Les facteurs conjoncturels peuvent aussi le justifier. Il y a les zones enclavées et les zones qui n'ont pas de plateau sanitaire. Ça fait qu'il y a des enfants qui naissent, pas de déclaration, pas de beaucoup de choses, et ils ne peuvent pas avoir d'acte de naissance. Les pouvoirs publics doivent ainsi tenir compte de certaines réalités. Il faut envoyer les gens un peu partout et continuer à vulgariser les centres, soit dans des villages, soit dans certains centres urbains, les vulgariser et passer même à la sensibilisation, que c'est d'une importance capitale. D'autres organisations peuvent aider à faire comprendre l'importance que revêtent les actes d'état civil au public. Aujourd'hui, normalement, l'état civil ne devait plus connaître un problème sur le plan social. Nous, au niveau de l'église, par exemple, si nous portons notre accent là-dessus, parce que nous, les églises anabaptistes, c'est-à-dire que les églises qui acceptent le baptême des enfants, donc, parmi cela, quand nous célébrons les baptêmes, aucun enfant ne peut être baptisé s'il ne présente son acte de naissance. Aucun mariage ne peut célébrer à l'église s'il n'y a pas l'acte de naissance et l'acte de mariage. Ceci dit, nous pensons que l'église doit faire, toute église confondue quand je le dis, en dehors de la nôtre particulièrement, nous devons tout faire pour aider l'État à sensibiliser la population, à sensibiliser la nation que l'acte de naissance est le premier diplôme d'un enfant. Face à la situation, la synergie entre les acteurs de la chaîne de l'état civil et les populations sera d'un grand atout. Alors, on a évoqué tout à l'heure la question des jugements supplétifs, en quel cas souligner la portée de ces jugements. C'est une ouverture qui a été faite, mais visiblement c'est pas facile, maître. Vous êtes au courant? Les jugements supplétifs, comment ça se fait? C'est gratuit, c'est facile aux citoyens de pouvoir en faire? En réalité, comme je le disais tout à l'heure, vous avez deux voies pour vous faire établir un jugement supplétif. Vous pouvez choisir la voie du tribunal de première instance par la formation du tribunal de premier degré, tribunal local, qui est la plus, la moins coûteuse entre guillemets, c'est-à-dire les jeunes disent la plus light, on va dire ça comme ça. Que ce soit en matière d'établissement d'acte de naissance, que ce soit en matière même de divorce, beaucoup de personnes préfèrent passer par le tribunal de premier degré. Et comme je l'ai annoncé en tout début, et le monsieur représentant du BUNEC l'a rappelé, les timbres, on en a pour 2000 francs légalement parlant, et dans la pratique. Maintenant, vous avez le TGI, le tribunal de grande instance aussi, qui est compétent en matière de jugement supplétif. Et là, dans la pratique, les coûts sont plus importants. La gratuité, je l'ai dit, je le répète, doit être le principe en matière d'établissement d'acte d'état civil.
est-ce qu'on devrait arriver à une déjudiciarisation, alors je cherche le mot, c'est-à-dire sortir les faits d'état civil de la sphère judiciaire pour les laisser dans la sphère totalement administrative, notamment sous l'égide du BUNEC. C'est des pistes à explorer. Il y a quelques semaines ou quelques mois, on a vu passer sur WhatsApp une invitation des populations à aller se faire établir en masse des actes de naissance. C'est très courant. Et malheureusement, nous avons après reçu des messages comme quoi c'était un fake. Mais cela permet de réaliser qu'il y a un réel problème. Est-ce que nos juridictions qui ont déjà d'autres problématiques à gérer devraient être saturées? Je précise. Je fais une petite digression. Le droit commercial, qui est une matière civile, bénéficie d'une section dans notre organisation juridictionnelle. Pourquoi est-ce que le droit de la famille ou le droit, tout ce qui régit l'état civil, ne bénéficierait pas non plus d'une section, étant donné que tout ce qu'on fait comme activité vivant, on le fait parce que nous sommes nés. Donc je pense qu'il y a lieu, et c'est peut-être une suggestion, d'avoir une formation spéciale, une section de l'état civil et des affaires familiales, par exemple, c'est de l'état civil de la famille. Et cette section-là permettrait d'ailleurs de respecter le critère de confidentialité, parce que nous ne sommes pas censés ignorer que toute personne a droit au respect de sa vie privée, ça c'est d'un. Et que dans toutes les recommandations faites par les différents programmes et les organismes internationaux, les bailleurs de fonds, on demande de garantir la confidentialité. Mais quand vous arrivez au tribunal, vous avez, en une audience civile, vous passez d'une affaire foncière à une affaire familiale. Non, je pense que pour permettre aussi aux magistrats même de régler ce problème le plus rapidement ou avec sérénité, notre législateur pourrait proposer, en tout cas créer cette section de l'état civil et de la famille. Je voudrais vous entendre sur une question qui, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, la formation de ceux qui sont censés délivrer ces actes-là. Leur formation, leur rémunération, est-ce que c'est pas un problème? Les fonctions d'officier d'état civil, je crois que c'est gratuit. Tout à fait. C'est gratuit, vous demandez à ces gens de travailler dans les conditions que nous connaissons et de produire des résultats. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à leur rémunération, peut-être, pour améliorer aussi les choses? Tout à fait. Je crois qu'il faut bien distinguer que nous avons deux catégories d'officiers d'état civil. Il y a des officiers d'état civil des centres principaux. J'ai parlé des magistrats municipaux, des chefs de mission diplomatiques qui sont déjà rémunérés parce que ce sont des agents de l'État ou des élus locaux qui ont une rémunération. Donc à ce niveau-là, il ne se pose pas un problème de rémunération de ces acteurs, y compris d'ailleurs leurs collaborateurs qui sont des secrétaires d'état civil. Mais par contre, le second niveau de centre d'état civil secondaire qui sont dans les villages, les quartiers, à ce niveau-là, la rémunération n'est pas encore instituée. Mais bon, il y a quand même une indemnité qui est établie en fonction du nombre d'actes que délivre chaque officier. C'est connu, c'est 100 francs. C'est 100 francs par acte d'état civil établi et c'est payé trimestriellement. Mais sauf que, bon, nous connaissons que le statut de ce personnel d'état civil est encore précaire. Et le gouvernement, effectivement, s'est penché dessus. Le BUNEC a proposé un projet de texte, un projet de décret sur le statut du personnel de cette catégorie de centres secondaires, où effectivement, il a envisagé un certain nombre de conditions pour améliorer leurs conditions, leur cadre de travail. Et la question de la formation tout à fait sûr. S'agissant de la formation, c'est une mission du BUNEC, je le précise, je l'ai dit. Et dans cette mission-là, le BUNEC a élaboré une stratégie nationale de formation. À ce jour, nous sommes à plus de 16 000 officiers, secrétaires d'état civil formés, que ce soit dans les centres principaux ou secondaires. Mais sauf que la formation, comme je le dirais, ne règle pas automatiquement
le dysfonctionnement. Parce qu'en face, il y a la population qui doit être sensibilisée. Alors, les outils qu'on utilise pour sensibiliser cette population, c'est quoi? Nous parlons de l'archivage qui est mal fait. Peut-être qu'aujourd'hui, les TIC nous permettent de faire mieux. Tout à fait. Mais dans combien de villages on a le courant électrique pour entretenir un ordinateur, pour pouvoir enregistrer quoi? C'est pas facile. Alors, la sensibilisation, le BUNEC a trouvé plusieurs stratégies de sensibilisation de la population. Je crois que nous avions d'abord les organisations aspect civil qui sont mandatées par le BUNEC. Le BUNEC a formé plusieurs organisations aspect civil qui sont donc les relais de sensibilisation. Madame Kenyé, vous entendez toute l'importance activité qu'elle mène sur le terrain. Donc, c'est les organisations aspect civil que nous formons. Nous avons également le relais même des communes. Parce que lors de la distribution des registres, c'est d'abord des sessions de sensibilisation et aussi à travers les médias privés, médias publics. Je crois qu'au niveau du poste national, le BUNEC a toute une émission qui passe 2 fois par semaine, qui parle au cours de laquelle c'est des questions d'état civil, de sensibilisation des populations qui sont abordées. Et il y a également toute une campagne. Je voudrais vraiment insister dessus. Le gouvernement lui-même a élaboré une campagne nationale de sensibilisation sous l'égide du ministère de la Communication. Et le plan d'action du BUNEC a été d'élaborer un certain nombre de dépliants et de gadgets qui sont donc, lors des événements comme la 5e édition de la journée africaine de l'état civil qui se déroule, ce sont ces gadgets-là que nous distribuons dans les marchés, dans les chefferies et même au cours des forats, comme le SAGO par exemple. C'est des événements que nous profitons pour mener des campagnes de sensibilisation. Je voudrais que nous intéressions à un cas pratique qui vraiment nous interpelle. Ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est des zones en crise. Alors allons là-bas voir comment on mène la réforme de l'état civil. On sait que dans ces zones-là, les archives ont été détruites, tout a été perdu. Mais de cette manière-là, il y a une alchimie à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces zones? Alors, ces zones qui sont sinistrées, bien sûr, ne permettent pas, j'ai envie de dire, le fonctionnement classique de la régularisation ou de l'établissement des actes de l'état civil. Et peut-être même de manière plus générale, avant de m'arrêter sur ces zones-là, nous avons tous connu un arrêt presque d'activité pendant la forte période de la pandémie de Covid-19 où nous ne pouvions plus, en tout cas, où nous ne nous rendions plus, que ce soit même dans les hôpitaux ou dans les mairies et autres. Alors je pense qu'à situation de crise, solution de crise. Donc c'est vrai que par le passé, on avait déjà le drame des actes dits de combat ou des actes de Limbé. C'est fini? Ça continue, hein? A priori, je ne suis pas, comment dire ça, complice, ni co-auteur de ce. Vous êtes quand même au courant que ça continue ou pas? Je pense que l'information pourra nous être facilement donnée au niveau des statistiques collectées par le public. Léger, est-ce que ce n'est pas notre nationalité qui est en danger dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest parce qu'on a perdu les actes d'état civil? Il y a eu des populations déplacées, il y en a qui sont allés au Nigeria et qui doivent revenir. Comment reconnaître la citoyenneté de toutes ces personnes? Est-ce que nous ne sommes pas face à une menace qui est là, mais qu'on s'en ignore? Oui, on avait déjà des problèmes de menaces de ce genre-là en temps normal. C'est-à-dire que lorsque nous avons suivi les statistiques ici, maintenant qu'il y a des crises qui nécessitent le déplacement, autant à l'intérieur que les réfugiés qui vont dans les pays voisins, ça se complexifie. C'est pour cela que, bon, je vois Maître veut encadrer tout par la loi. Mais là, la loi ne peut plus encadrer ces situations-là. Il faudrait donc prendre des mesures spéciales pour accompagner ces populations-là. Il y a des gens qui sont déplacés de ces zones-là pour venir ici dans la capitale. Il y a des mères d'enfants, il y a des parents là-dedans qui ont donné naissance à des enfants. Bon, il faudrait prendre des mesures pour le faire.
pour ne pas seulement poser le problème de la sécurisation de notre nationalité, mais également poser tous les autres problèmes que nous avons déjà évoqués en amont. Mais revenir à la question de la nationalité pour dire que les actes dont nous parlons doivent absolument être sécurisés au plan de la numérisation, au moins à partir de ce moment, à partir du moment où le BUNEC est entré effectivement en fonction, on doit penser à la numérisation de ces actes-là, mais aussi au conditionnement même des cadres de sécurisation de ces actes. Parce que la mission d'archivage commence par le cadre, par le conditionnement. Mais allez voir dans les mairies, dans les centres d'état civil, comment ces documents-là sont archivés. C'est catastrophique. Et mon voisin a fait une déclaration dangereuse quand même, hein, en disant que la loi ne peut pas. La loi peut tout. Et je voudrais juste le rassurer que la loi est faite par les hommes, pas par les extraterrestres. Et très souvent, les faits précèdent la loi. Pourquoi? Parce que, notamment, je l'ai dit, nous sommes dans une situation de crise. Le législateur, autant pour moi, n'avait pas prévu que, en cette période, le Cameroun subirait la crise du nord-ouest, sud-ouest. Maintenant que cette crise est là, la perfection n'est pas de ce monde. Mais nous pouvons avoir... Vous savez pendant combien de temps nos lois prennent pour entrer en vigueur? Permettez-moi juste de terminer en précisant que notre législateur est suffisamment outillé pour prendre des textes spéciaux et permettre l'enregistrement des naissances, autant pour moi, de permettre l'enregistrement des naissances qui ont cours en ce moment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bien sûr, rien n'est parfait, bien sûr, rien n'est étanche, mais c'est vrai, nous devons sécuriser notre nationalité, mais c'est même une bonne nouvelle que plusieurs personnes voudraient avoir la nationalité camerounaise. Ce n'est pas une menace en tant que... Madame Kenny, face à une situation comme celle-là, les associations que vous représentez, vous avez beaucoup de soucis. Vous ne pouvez pas accéder parce que c'est une zone de conflit armé. C'est une zone de conflit armé, mais le devoir s'impose. Est-ce qu'on va prendre ces enfants? On y va. Il y a des OSC qui interviennent dans ces zones, pratiquement dans ces zones. Mais comment est-ce qu'on procède? Lorsque vous parlez de loi tout à l'heure, je pense que la loi a prévu qu'en cas de conflit ou de sinistre naturel, qu'on ait recours à la reconstruction administrative. Il y a même la pratique des officiers d'état civil de fait. Voilà. Ce qui fait que ce sont des voies qui sont utilisées dans ces zones de conflit-là, dans l'extrême nord. Est-ce que ces voies nous garantissent la sécurité de la nationalité? C'est ça ma question. Je peux dire en général... Vous savez qu'il y en a qui veulent être Camerounais. Effectivement, mais... Venant d'ailleurs. Venant d'ailleurs, je suis d'accord. Lorsqu'on voit comment on procède sur le terrain, parce que pour l'appliquer, par exemple, il faut que le gouverneur signe une lettre circulaire qui donne les orientations pour implémenter l'action sur le terrain. Et cela va passer par les chefs traditionnels sur les fiches d'identification, les guides d'identification des personnes, des enfants nés dans ces zones de sinistre ou des personnes qui ont été déplacées, des personnes qui sont déplacées et qui ont accouché dans ces zones-là. Mais les réfugiés, les personnes qui sont hors de ces zones de conflit-là ne le font pas. Et généralement, on passe par les écoles aussi. Lors de la reconstruction administrative, celle qui a été faite dans l'extrême nord, on a fait par les établissements et la signature, les fiches, les guides d'enquête ont été signés par les maîtres d'école et les chefs traditionnels qui attestent de la véracité et le préfet de l'arrondissement concerné qui atteste qu'effectivement cet enfant, on le suit, il est né ici, il est de telle famille. Néanmoins, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, nous ne pouvons dire à 100% que, surtout que même lorsqu'il n'y a pas de guerre, on sait comment ça se passe. Combien de fois c'est la guerre, mais les mesures sont quand même prises pour que cette reconstitution par voie administrative permette à ces personnes de ne pas rester des citoyens fantômes. Tout à fait. À la suite de Mme Kenny, effectivement, la loi a prévu, l'ordonnance de 81 prévoit qu'en cas de calamité ou de guerre, l'autorité administrative, notamment le préfet, a pour compétence en matière de reconstitution des actes de naissance, de mariage et de décès. Et c'est d'ailleurs ce que le gouvernement entreprend faire pour
régler le problème des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a toute une commission qui réfléchit là-dessus au ministère de la Justice, où le BUNEC participe, pour voir comment on va procéder autour de l'autorité administrative, dont le préfet, à la reconstitution des actes. Alors, vous-même, vous constatez, c'est pas des choses très évidentes, parce que les gens sont déplacés et il y a effectivement des mauvaises pratiques qui peuvent s'infiltrer dans ces procédures, dans ces grandes campagnes de reconstitution ou alors de délivrance. Et c'est pour cela qu'il est important que des enquêtes soient menées, des enquêtes suffisantes soient menées pour protéger la nationalité. Donc c'est pas seulement le problème des déplacés internes, mais je dirais que toutes les mauvaises pratiques que nous observons dans la gestion de notre état civil contribuent à la non-sécurisation de notre nationalité. Parce que il y a l'acte de naissance même très courant des enfants qui se retrouvent avec 2-3 actes de naissance. Nés à Mbalmayo, puis à Kumba, puis à Ngemendouga. Comment le système, la réforme actuelle règle ce type de problème? Parce que ça coince aussi au niveau de l'établissement de la carte nationale d'identité. Lorsque vous êtes identifié 2 ou 3 fois, vous n'avez pas de carte, ça passe des mois. Bon, maintenant, comment vous réglez? Est-ce que le système a prévu ce genre de choses-là? Peut-être par ignorance, on a vu quand on était jeune. Tout à fait. Les gens qui changeaient d'âge chaque fois. Bon, il y a d'abord l'ignorance, comme vous le dites, il y a d'abord l'ignorance, parce que nous avons même des enfants nés dans les formations sanitaires, où les parents ne savent pas que la déclaration est déjà partie au centre d'état civil le plus proche. Lorsque ce parent rentre au quartier, il va refaire un autre acte. Et comment ça se règle alors à ce moment? Alors, donc, ça se réglera avec, comme l'a dit Léger tout à l'heure, avec la numérisation et la modernisation de notre système. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Pour contrôler, pour avoir la maîtrise du fichier de l'état civil, il faut passer par la modernisation, et c'est ce que le BUNEC a engagé. Le BUNEC l'a engagé dans le département déjà du Fundi et dans la région de l'extrême nord. Donc, si nous n'allons pas dans l'informatisation, nous ne pouvons pas maîtriser ce phénomène de fraude et même ce phénomène d'établissement multiple des actes. Donc, qu'est-ce qui est prévu concrètement? C'est que il y a 2 options. Il y a une première option qui consiste à récupérer tout ce qui est archivé, parfois mal et bien archivé dans les centres d'état civil, et immédiatement à procéder à l'informatisation des faits nouveaux qui vont survenir. Alors, à l'état actuel de la réglementation, il y a un problème d'intégration de ce volet informatisation-là dans la loi, et je puis vous rassurer que la loi est déjà en cours de révision, notamment pour intégrer l'aspect informatisation de notre système d'état civil. Mais en attendant ce volet-là, nous avions engagé, comme je l'ai dit dans le Fundi, la numérisation des archives d'état civil. Nous avions déjà, par exemple, dans ce département, un fichier de plus d'1 million d'actes de naissance, de décès, de mariage, qu'on peut consulter par voie de informatique. Il y a beaucoup de fraudeurs dans le milieu. Il faut bien que ces gens-là sachent qu'ils peuvent être punis par la loi. Ah oui? Il y a beaucoup de... Est-ce que la justice est ferme là-dessus? Il y a beaucoup de fraudeurs. Le code pénal est assez fourni. Que ce soit en matière de faux en écriture, faux et usage de faux. Bien sûr, la fraude est punie. Devant nos mairies, on voit cette machine qui est organisée pour les certificats de nationalité, par exemple. Vous avez toutes sortes de documents qu'on peut vous signer. En réalité, souvent devant les mairies, je ne sais pas si ces personnes doivent être qualifiées de fraudeurs ou de fraudeuses, parce que certaines, parfois, font juste un relais. C'est-à-dire, c'est un peu des relais. C'est bien organisé. Non, autant pour moi, je termine, de mettre à disposition vous appelez quoi, des formulaires et autres. Maintenant, nous avons le BUNEC. Et il me semble que l'un des moyens de sécurisation efficace est notamment la dématérialisation des procédures. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, pour avoir un passeport, je l'ai expérimenté, c'est très rapide, c'est efficace. Et quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Vraiment, bravo à l'État, parce que c'est fait en à peine 24-48 heures. Vous remplissez des données sur le site, vous payez, vous allez prendre
votre document. J'ai vu dans certaines structures, dans d'autres pays, quand une femme accouche par exemple, on vient avec un ordinateur, on remplit et c'est renvoyé directement dans le fichier central. Donc si on a une dématérialisation organisée, et là, au soutien du BUNEG, j'en appelle notamment à notre belle Camtel, parce qu'il faut que le réseau soit toujours disponible et fluide. Fait, madame. Voilà. Et il faut que l'énergie électrique soit également disponible. Vous voyez qu'on est dans une véritable synergie de différentes institutions. C'est ce qui est prévu dans le schéma directeur de l'informatisation qui a déjà été approuvé par l'État. Il est prévu effectivement de procéder à la dématérialisation du système d'état civil. Donc à travers, comme je l'ai dit, la gestion des archives, donc la numérisation des archives et d'autre part la digitalisation des faits nouveaux. Donc effectivement, le problème aujourd'hui c'est la loi, mais le dispositif est déjà mis en place. C'est pour cela qu'il est prévu dans les jours à venir l'adoption d'une nouvelle loi régissant l'état civil et la nouveauté effectivement ça sera l'informatisation du système. Madame Kaye, oui, rapidement. Vraiment, c'est juste pour revenir sur un fait. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait des multiples actes, sur le terrain, vous allez entrer au sein de toutes ces communes. Vous verrez qu'il y a des actes d'état civil, des actes de naissance, pardon, qui ont été produits et qui ne sont pas retirés par les parents. Oui, dans de nombreuses communes. Et cela est fait sur la base de quoi? Généralement, ce sont ces déclarations de naissance qui viennent auprès de la commune. Ils établissent l'acte de naissance. Malheureusement, sur ces déclarations de naissance, parce que c'est important dans la réforme qu'on va faire, d'harmoniser le fichier en mettant même les indicateurs téléphoniques, contacts personnels des parents pour pouvoir les appeler lorsque ces actes sont établis, de venir les retirer parce que nombreux ont des actes qui ne savent même pas. Ils laissent l'acte là-bas. Je me demande donc si dans la collecte d'informations, lorsqu'on capitalise, on compte ces actes-là produits. Pourtant, ils n'ont pas été retirés par les parents. Il y en a dans... Et ça fausse les statistiques. Ça fausse les statistiques. Parce qu'il y en a énormément au sein de chacune des communes en a, où nous sommes passés. Les parents ne sont pas venus retirer. Et parfois, le parent te dit que non, moi je ne savais pas. J'ai fait mon acte, il a fait un autre acte normal auprès d'un autre centre sans savoir. Effectivement, vous comprenez qu'avec le phénomène de la faute, il est très difficile de s'hasarder sur des statistiques actuellement fiables. Alors, ces statistiques existent, mais je vous assure que lorsqu'on fait le rapport, vous voyez, on a parlé des campagnes massives de production des actes de naissance. Il y en a qui profitent pour revenir changer les actes qu'ils ont déjà, donc ils sont comptés déjà dans le système, mais lors d'une campagne, ils en profitent pour faire d'autres actes nouveaux. Donc les statistiques, vraiment qu'au niveau du BUNEG, nous pensons que c'est le fichier national, c'est avec l'informatisation qu'on pourra mieux en parler. Je vous invite à marquer un petit arrêt, le temps de voir le traitement que la presse a bien voulu réserver aux autres faits d'actualité cette semaine. Et c'est avec le relevé de presse, c'est avec Laetitia Onana. Grand dialogue national. Le sujet a fait la une des journaux cette semaine. D'après le quotidien Le Jour, il s'est surtout agi pour le Premier ministre, chef du gouvernement, de faire le bilan 4 ans après de cette importante concertation. Mutation concernant la même actualité, estime pour sa part que Dione Ngouté a lancé un cri dans la crise afin que, précise la publication, la diaspora cesse de financer les combattants sécessionnistes. Dans les colonnes de Cameroun Tribune, parmi les points qui retiennent l'attention, on a les recommandations du grand dialogue national, qualifiées d'actes qui parlent au vu de l'effectivité du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, relève le quotidien bilingue national. Sur un tout autre secteur, celui des infrastructures, le quotidien Émergence rapporte que le Cameroun tient sa première autoroute. L'infrastructure Kribi-Lolabé a en effet été mise en service le 29 juillet dernier. Dans la presse cette semaine, il a également été question d'allaitement maternel avec d'une part Vialet Cameroun et d'autre part l'association des sages-femmes et assimilées du Cameroun, lesquelles appellent dans Éco-Santé à l'allaitement exclusif au sein des bébés jusqu'à l'âge de 6 mois. La revue de presse se referme, place au débat.
j'aime bien qu'on revienne sur les sanctions. On a parlé des fraudeurs. Ces parents qui peut-être par ignorance n'arrivent pas à établir des actes de naissance. Nous parlons des actes de naissance, il y a d'autres actes aussi. Et puis ceux qui ne font pas leur travail. J'ai posé la question, je n'ai pas eu la bonne réponse. Est-ce qu'il y a des sanctions? Ça au moins ça peut faire changer les choses. Alors, une des sanctions spéciales se trouve notamment dans les dispositions de l'article 370 du Code pénal, où il est prévu des peines d'amende et même d'emprisonnement à l'encontre des personnes qui sont tenues de faire la déclaration et qui ne le font pas. Une maman par exemple? Ou un papa? Non, la loi cible les personnes. J'étais en train de... C'est pour ça que j'ai indiqué l'article pour que tout le monde puisse le consulter. Maintenant, à côté de ça, vous avez j'ai envie de dire, des infractions entre guillemets de droit commun, c'est-à-dire que le refus d'un service public. Vous avez tous vos documents pour faire établir l'acte de naissance de votre enfant, vous allez en mairie et puis on vous dit qu'il faut 15 000, 20 000. Enfin, moi j'ai entendu des choses en préparant cette émission. Là, vous pouvez dénoncer le fait que dans telle mairie ou dans telle infrastructure, voilà ce qui se passe, il y a des sanctions prévues. Il y a des sanctions prévues. Je rappelle encore pour le faux et l'écriture, faux en écriture, il y a des sanctions prévues par le code pénal, bien sûr. Oui, Madame Kine. Maître, vraiment, je partage ce que dit Maître tout à l'heure, mais mettons-nous à la place de la personne qui va vers l'usager public pour solliciter, vers l'acteur public pour solliciter le service. Ce dernier vient pour établir un acte d'état civil qui est censé être gratuit. Peut-être même qu'il vient lorsque les délais sont déjà dépassés. Ça veut dire qu'il constitue ses dossiers, il vient et qu'il n'est vraiment pas reçu. On sent qu'il y a quelque chose, on sait comment ça se passe. Vous dites, on doit dénoncer. Celui-là qui n'a même pas encore son acte, qui n'a pas encore vu la couleur de son acte d'état civil, se met à dénoncer que je suis allé là-bas, il m'a répondu que pour que tu arrives au tribunal, on te dit que viens trouver, et c'est ton même dossier qui va aller au tribunal pour le jugement supplétif. J'ai dit vraiment, les dénonciations là, tout ce que je peux suggérer, vraiment, c'est que dans la réforme, comme nous sommes en train, vraiment, il faut mettre l'accent sur la responsabilité des acteurs publics. Des acteurs qui sont censés rendre service. D'abord, l'usager, lorsqu'un parent, un jeune, un parent ou une maman vient, elle a même d'abord peur de celui qu'elle rencontre. Il commence à lui faire les manières. Aller au tribunal, rencontrer le procureur. Ils ont même peur du tribunal, c'est avec c'est pas seulement de la société civile. C'est pas seulement le tribunal. Nous avions des faits, c'est-à-dire que les gens qui sont victimes d'actes de corruption, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit des gens qui sont victimes d'actes de corruption, on leur demande tout simplement de dénoncer. Nous avions reçu des dénonciations au niveau du BUNEC et le BUNEC qui est en charge du contrôle technique et administratif des centres d'état civil a procédé à des missions de contrôle et des officiers ont été suspendus. Donc nous appelons à la responsabilité aussi des populations qu'ayez le courage de dénoncer auprès des autorités administratives qui ont la compétence de sanctionner les officiers et même auprès des autorités du ministère en charge de la décentralisation s'agissant des maires. Vous savez qu'on peut révoquer des maires, suspendre un maire, on peut... Il s'agit également, on peut également le faire au niveau des centres d'état civil secondaires. Donc, nous appelons à la responsabilité du citoyen, parce que si le citoyen ne dénonce pas, comment on va sanctionner les actes de corruption ou de... Sachant que pour réclamer ou pour dénoncer, il faut soi-même avoir pris notamment le temps d'agir dans les délais. Parce que délai ne devrait pas être... Non, je précise. Pour dénoncer un officier d'état civil, puisque l'officier d'état civil doit recevoir votre déclaration dans les 90 jours. Si vous ne le faites pas, il n'est plus tenu d'enregistrer, en tout cas de vous délivrer un acte. À ce moment-là, vous allez au niveau du procureur de la République dans les 6 mois. Alors, si vous venez 6 mois plus tard, autant pour moi, si vous venez 6 mois plus tard, vous présentez à une mairie et dire je veux établir l'acte de naissance de mon enfant. En l'état actuel du droit, l'officier a un droit de vous dire non, passez par la procédure du jugement supplétif. Maintenant, on est dans une logique de modernisation. Et qu'est-ce qui est important ici? C'est l'intérêt de l'enfant. Ce ne sont pas tous ces débats qui sont importants. Parce que pendant que nous discutons, l'enfant n'a pas
d'acte de naissance. Et mais c'est ce débat qui va permettre nous allons dans des administrations qui sont dissuasives, qui sont essentiellement vous ne donnez même pas la possibilité aux usagers de vous approcher dans les tribunaux et je ne sais pas quelle organisation. Il faut d'abord rendre cette administration à usage. Beaucoup de gens sont là, ils ne peuvent pas aller au tribunal. Ils ne peuvent pas aller au tribunal simplement parce que les tribunaux sont essentiellement dissuasifs, ils sont essentiellement répressifs. J'étais en train de dire déjà que ces glaces-là puissent être brisées. Mais ensuite, le monsieur a légalement passé la parole. C'est pour cela que je suis en train de parler. Je pensais que vous l'avez non, je ne l'ai pas arraché. Je ne l'ai pas arraché. Je ne l'ai pas arraché. Donc, j'étais en train de dire qu'à côté de cette humanisation du service public, il va bien falloir que des sanctions soient appliquées, mais qu'il y ait un travail en amont. C'est tout ce que nous avons dit, sensibilisation, éducation et tout. Comment vous voulez sanctionner des populations qui ne savent même pas par quelle administration passer, par quel process passer pour accéder à tel ou tel service? Donc, il faut que tout cela soit pris en compte dans la réforme qui arrive pour que les Camerounais soient suffisamment édifiés sur cette question d'acte de naissance et d'état civil. Je suis ravi que vous concluiez en la modernisation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'indiquais que nous sommes dans une logique de modernisation, dans un process de modernisation. Et l'intérêt de l'enfant est au centre de cette modernisation-là. Lorsque la sensibilisation sera suffisamment faite, que ce soit dans les établissements scolaires, dans les structures hospitalières, dans les mairies, dans les chefferies traditionnelles, et même dans des spots publicitaires, je pense qu'on aura résolu ce problème d'acte d'état civil. Parce que les problèmes, l'Afrique en a, et l'acte d'état civil est juste un problème élémentaire. Pourquoi une journée africaine de l'enregistrement des faits de l'état civil? Je rappelle que cette journée existe depuis 2017, ça veut dire depuis environ 5 ans. Vous ne trouvez pas cette journée ailleurs. Ailleurs, on réfléchit à d'autres problèmes. Alors, il est temps que nous apprenions à régler des problèmes de base et rapidement, efficacement, méthodiquement. Donc, cette question d'acte d'état civil ne doit pas être un problème sur 100 ans. Nous devons avoir des dispositions transitoires pour régler les cas existants. Et ces dispositions transitoires, moi j'en appelle notamment aux législateurs, de prendre des mesures qui permettent au procureur de la République, parce que le procureur de la République est quand même assez outillé à sa disposition des agents de police, et en collaboration avec le BUNEC, de régulariser la situation de ceux qui ne sont pas régularisés en ce moment. Mais passer ce délai transitoire, où au lieu que les gens aillent à la place du 20 mai ou ailleurs pour se faire établir des actes par un ministère ou autre, passe plutôt par le procureur de la République qui prendra ses réquisitions, qu'on établisse des actes, mais qu'on donne du temps et qu'on éduque les populations pour que ce phénomène soit totalement enrayé. Le souhait du BUNEC n'est pas d'arriver au niveau du procureur de la République. Il faut le rappeler, lorsqu'on est déjà au niveau du procureur de la République, ça veut dire que les populations n'ont pas joué leur rôle. Et non, je parle du procureur de la République pour les cas qui existent aujourd'hui, qui existent avant même l'entrée en vigueur du BUNEC, d'accord? Parce que le BUNEC ne peut pas tout régler. Moi, je souhaiterais que le BUNEC intervienne pour les naissances actuelles. Le BUNEC ne pourrait pas tout régler. Tout à fait. Le BUNEC représente le BUNEC ne peut le BUNEC ne peut pas régler. Ne pourrait pas tout régler seul. Le BUNEC ne peut pas régler le problème de délivrance massive des actes. C'est pas la mission du BUNEC. J'ai précisé tout à l'heure la mission du BUNEC. Mais le véritable problème qui se pose aujourd'hui, c'est que dans ces campagnes, faisons attention, les gens en profitent pour faire des doubles. C'est pour cela que je propose que cette mission soit toujours la solution. Voilà, c'est de la République. Non, au procureur de la République, s'il vous plaît. Le procureur même qui n'est pas au procureur de la République. Nous pensons plutôt que la sensibilisation doit être faite par le BUNEC avec les autres acteurs que sont les collectivités qui sont à la base, qui sont les centres d'état civil. Avec les populations. Nous ne pouvons pas exclure les populations aussi dans la sanction parce que, effectivement, ce sont ces populations-là qui doivent dénoncer. Pour arriver au niveau du BUNEC, au niveau du procureur, il faut que quelqu'un dénonce à la base. Et nous disons officiellement que l'acte d'état civil est gratuit, mais vous et moi, nous sommes parfois les premiers à demander. À demander qu'on nous produise un acte de manière frauduleuse pour des raisons que nous connaissons. Donc c'est pour cela que nous devons appeler à l'attention
des populations. Parce que tant que vous utilisez cet acte au pays, vous êtes convaincu que vous avez un acte authentique. Mais au moment où on vous demande de sortir du pays, on vous demande l'extrait ou l'attestation d'existence de source. Rendu au sein d'état civil, on vous dit que la source n'existe pas. Donc aujourd'hui, nous sommes victimes. C'est là que les populations, nous devons nous-mêmes être les premiers à dénoncer les problèmes de l'état civil pour que les autorités qui en ont la charge s'en saisissent. La dernière acte de cette édition de Scène Presse, c'est avec Daniel Menanga que nous allons retrouver tout à côté pour nous parler des projections dans les journaux qui doivent paraître demain. Bonsoir Daniel. Bonsoir Séverin, aux téléspectateurs, aux panélistes et également. Et on va démarrer cette revue des unes du lundi avec le journal Le Quotidien parce qu'il détient l'actualité de ce lundi. D'abord, Cameroun, grand dialogue national, le meilleur choix. Je rappelle que le quotidien en parle en raison de l'actualité. Il y a quelques jours seulement, la tenue de la 4e session du comité de suivi du grand dialogue national et les recommandations qui y ont été faites. Et surtout, ce lundi, l'ouverture de la conférence semestrielle des gouverneurs de région des profondeurs du Cameroun s'élève à Yaoundé. Première rencontre du genre pour 2022, présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Rencontre qui va donc s'ouvrir ce lundi. Défi actuel, crédit scolaire, les banques en compétition entre taux d'intérêt et délais de remboursement attractifs. Les établissements de crédit multiplient les astuces pour aguicher les parents à quelques semaines de la rentrée des classes. Artisanat, on l'a vu également sur les antennes de la CRTV, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat veut créer une carte professionnelle de l'artisanat. Cameroun Tribune sur la réforme du passeport, vous en parliez tout à l'heure en débat. La vitesse de croisière, plus de 240 000 passeports produits à la délégation générale à la Sûreté nationale entre le 1er juillet 2021, date de lancement du nouveau système, et le 1er juillet 2022. Un an après, incursion au cœur d'un dispositif qui a révolutionné la délivrance des titres de voyage au Cameroun, c'est à lire donc dans Cameroun Tribune ce lundi. Éco Matin, Cameroun, la dette publique grimpe à près de 12 milliards de francs CFA. Au 30 juin 2022, l'encours de la dette de l'ensemble du secteur public représente environ 45,8% du produit intérieur brut, PIB, selon les récentes données de la Caisse autonome d'amortissement. Cet encours connaît une hausse de 11,2% comparé à la même période en 2021 en cause de la dépréciation du franc CFA par rapport au dollar. Les détails sur cette information à lire dans Éco Matin. The Guardian Post says that health workers announce nationwide indefinite strike August 16, donc une grève qui se prépare donc du côté du secteur des travailleurs médecins. Entre autres, Ladies News, Journée internationale des peuples autochtones, les femmes et les enfants au centre des festivités. Je précise que cette journée internationale des peuples autochtones va donc être commémorée dans quelques jours, le 9 août. Système alimentaire locaux, les femmes piliers de la lutte contre la faim. Les femmes jouent un rôle important dans la lutte contre la faim et la pauvreté, toujours dans Ladies News, un rôle qui pourrait toutefois être encore plus crucial si leurs droits étaient davantage défendus. Alors qu'une femme ne fait plus partie de ces combats-là, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture tire sa révérence. Hommage à Clémentine Ananga Messina qui s'est éteinte il y a quelques jours à l'âge de 63 ans. Intégration sur la série des héros africains. Zoom sur Aline Sito et Diatta, héroïne de la désobéissance civile. Autre actualité, Daniel Laté dit qu'elle veut donner à la FOTRAC, la foire transfrontalière annuelle de l'Afrique centrale, un visage continental.
Je précise que la 13e édition achevée ce week-end s'est donc déroulée sous le thème intégration régionale et les CAF, résilience des acteurs de développement socio-économique face aux crises sécuritaires et à la pandémie de Covid-19 pour sortir défi cap à lire dans la mutation ce lundi, cap sur l'après Macron. Dans une tribune libre, le directeur Afrique du NDI, National Democratic Institute, Christopher Fomoniou, estime qu'il faut descendre du nuage de la visite du président français et s'attaquer aux problèmes vitaux des Camerounais. On va sortir avec cette information en sport. MTN Elite One, chaque club percevra 48 millions de francs CFA. Vous en saurez davantage si vous vous rendez en kiosque dès ce lundi. Merci Séverin. Merci beaucoup Daniel et bon début de semaine, beaucoup de courage. Merci. Nous arrivons à la fin de ce programme. Vous avez remarqué que cela suscite beaucoup de discussions, beaucoup de passion. C'est un sujet qui nous touche, l'établissement des actes d'état civil. Nous retenons tout de même des échanges qu'il faut une approche intégrée et novatrice pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. Les efforts sont faits, il faut davantage accélérer ces efforts. Merci à nos invités. Vous nous avez donné de la peine pour être ici. Merci pour toutes les informations que vous avez bien voulu nous apporter. Merci à vous qui nous regardez à la maison. Et si plaît à Dieu, on se retrouve dimanche prochain.